Pourquoi semble-t-on assister à autant de fermetures de restaurants depuis quelque temps? Eh bien, c'est la question qu'on va examiner dans cet éclairage affaires avec notre collaborateur Alexandre Vézina, stratège entrepreneurial, en mode conversation, comme chaque semaine depuis la semaine dernière, à écouter dans le flux du balado Infobref Actualité et Affaires. Alors Alexandre, le monde des restaurants, ça bouge toujours, surtout dans les grandes villes. On voit des ouvertures, des fermetures, c'est régulier, tous les restaurants n'ont pas la même durée de vie. Cela dit, on a l'impression depuis quelque temps que le nombre de fermetures a augmenté. On voit fermer des restaurants dont on pensait que bah, normalement ils étaient là pour rester. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté aussi? Tout à fait. Médiatiquement parlant, on voit beaucoup de fermetures. Les journaux en annoncent presque toutes les semaines depuis le début de l'année 2026. Mais ça a toujours été un domaine qui est quand même un peu difficile au niveau des affaires, la restauration. Toutefois, si on regarde dans les dernières semaines, dans la région de Québec, il y a eu Patente et Machin, l'Albacore, Kraken Cru. Il y a aussi le restaurant Alentour qui a quand même été prisé par le guide Michelin qui a annoncé sa fermeture dernièrement ou qui a fermé là, justement récemment. Donc, c'est des lieux comme ça. À Montréal, je sais qu'il y a des annonces également, Patrick, comme tu le sais. Donc, l'idée, c'est est-ce que c'est une crise qui est passagère? Est-ce que c'est parce qu'il y a les indépendants n'arrivent plus? Il y a plusieurs éléments qui existent, qui expliquent ça. Et il faut regarder. Mais il y a vraiment, on sent qu'il y a une vague de fermeture pour plusieurs entreprises, mais la restauration, on les voit beaucoup plus parce qu'il y a une clientèle qui est habituée d'aller à certains endroits. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Il y a beaucoup une situation de modèle d'affaires rattachée à ça. Et alors, bon, quelles peuvent être les causes? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que, bon, c'est sûr qu'on a traversé une période très difficile dans les dernières années avec la pandémie, mais on sentait un regain dans plusieurs, à plusieurs endroits. On se disait, bon, bah, les gens maintenant reprennent plaisir à sortir, à socialiser, à se voir. Donc, il y a une certaine récupération. Peut-être, est-ce que c'est en train de s'émousser ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer selon toi? Mais comme tu l'as mentionné, Patrick, tu sais, la pandémie a amené ouverture, fermeture, fermeture, ouverture, ouverture, fermeture. On ne savait plus trop. Fait que la clientèle s'est habituée à changer un peu ses habitudes aussi. Tu sais, commande en ligne, commander, manger plus chez eux, sortir moins souvent. Toutefois, la conjoncture économique actuelle amène aussi des défis. Si on pense notamment à la main-d'œuvre, hein, la difficulté de recruter les bonnes personnes, tu sais, un restaurant, de l'honneur de la guerre, c'est les cuisiniers. Pas de cuisiniers, ça ne fonctionne pas. Donc, des bons cuisiniers, aller les chercher, les conserver longtemps, c'est essentiel. Donc, la main-d'œuvre, les coûts explosent. Les coûts au niveau de la matière première, la nourriture. Moi, je me rappelle, depuis la pandémie, là, il y a des produits là, qui fluctuent en termes de prix, mais finalement, qui doit payer pour ça? Ben, on n'a pas le choix d'augmenter les factures pour les clients. Sauf que si on augmente trop, on a de la difficulté. Fait que les restaurateurs ont été comme compressés dans une structure de coûts actuellement. Les loyers, hein, les loyers augmentent également, les salaires augmentent, l'inflation, les taux d'intérêt, les assurances, l'énergie, euh, tous ces éléments-là coûtent plus cher. Donc, ça crée une pression au niveau des coûts pour l'opération. On refile la facture finalement au client. Je me rappelle, dernièrement, je suis allé déjeuner avec mes enfants dans un restaurant et la facture, ça a coûté près de 100 dollars. On était trois. Donc, c'est plus tout le monde non plus qui va aller au resto ou ils vont y aller moins souvent. Donc, les consommateurs viennent moins régulièrement, font des choix un peu différents ou dans les restaurants où est-ce qu'il y a de l'alcool à vendre, ben, il y a une influence aussi parce que les gens, au lieu de prendre plusieurs consommations, vont en prendre juste une. Puis les restaurateurs font de l'argent aussi sur ces types de produits-là. Donc, la facture globale reste des fois la même, mais la marge de profit est beaucoup moindre. Donc, si on signe des bails à long terme, on l'a vu à Québec, là, il y a eu des renouvellements de bails qui ont fait en sorte qu'il y a des restaurateurs qui ont dit non, je ne peux pas me menotter encore pour les 5 ou les 10 prochaines années dans un contexte d'incertitude comme actuellement. Donc, c'est tous des éléments qui font en sorte qu'il y a des revenus qui deviennent imprévisibles versus avant. Les clients sont moins
présents ou viennent moins fréquemment. Euh, et ça amène une structure de coûts qui fait en sorte que l'imprévisibilité tue la marge. Il y a des no-shows, du ghosting aussi, etc. Donc, si on met tout ça en plus d'une surcharge supplémentaire sur les épaules du restaurateur, qui fait en sorte que des fois, il y en a plusieurs qui l'ont énoncé, que c'était une fatigue accumulée parce qu'ils devaient se retrousser les manches encore plus pour être plus présents sur le Oui, terrain. quand il y a pas de stabilité, quand il faut aller chercher toujours du nouveau personnel, se renouveler toujours, au bout d'un moment, la capacité de se renouveler, elle finit par s'épuiser un petit peu aussi. Tout à fait. Puis c'est pas une question de manque de passion, de manque de créativité, parce qu'il y a plein de types de restaurants qui sortent du cadre régulier. Sauf que présentement, il y a une crise structurelle au niveau des coûts qui fait en sorte que si le modèle d'affaires n'est pas adapté ou n'est pas trop agile, ou on ne travaille pas sur des éléments essentiels, bien là, ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir perdurer. Mais il faut se rappeler d'une chose, Patrick. Même avant la pandémie, là, moi, je me rappelle, j'avais aidé beaucoup d'entreprises à démarrer dans les années 2000, début 2010. Et au Québec, OK, à l'époque, je n'ai pas sorti les nouvelles statistiques, là, mais on parlait qu'en moyenne au Québec, il y avait 2,5 restaurants pour 1000 habitants. Dans les grandes villes, on était plus à du 3,5, quasiment 4 restaurants pour 1000 habitants. Donc, il y a une multitude d'offres en ville qui créent une pression au niveau de la concurrence aussi. Donc, les consommateurs vont choisir un restaurant plus qu'un autre, mais plus qu'il y a de choix, plus qu'on dilue. Il n'y a pas nécessairement plus de consommateurs. On dilue. Et le domaine de la restauration, ça a toujours été un domaine où le pourcentage des entreprises rentables est le moins élevé. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont non rentables, qui ne font pas leurs frais, qui ne font pas assez d'argent pour justifier le fait de perdurer dans le temps. Les marges ne sont pas nécessairement adéquates. Donc, si le modèle d'affaires n'est pas adéquat, on a de la difficulté à perdurer dans le temps. Alors, dans les articles qui ont couvert cette scène des restaurants et ce dont on est en train de parler, je me souviens d'avoir lu une citation d'un restaurateur qui expliquait que vraiment il faisait ça par passion, mais que si on voulait faire de la restauration pour du business et puis pour gagner de l'argent et puis avoir un train de vie plus confortable, gérer un peu mieux sa vie, bah, fallait s'orienter vers les franchises. Et puis c'est vrai qu'avec le recul, quand on regarde ce bouillonnement avec beaucoup de restaurants qui ferment, qui ouvrent, il y a beaucoup plus, il semble y avoir beaucoup plus de stabilité, même s'il y a quand même un dynamisme dans le monde des franchises. Il y a des marques qui sont là depuis très longtemps, qui sont connues. Alors évidemment, il y a des nouvelles qui apparaissent, il y en a qui grandissent, mais par contre, quand on a un Subway quelque part ou un McDo quelque part, bah, il a des chances de rester là pendant un certain temps. Alors, et puis, alors est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi? Est-ce que tu penses que effectivement l'approche de franchise est quelque chose qui est en train de, ou en tout cas qui montre sa résilience d'une certaine façon? Mais tout ce qui touche le modèle des franchises, il y a une question de structure. Hein, on est habitué, c'est un cadre, c'est une structure très précis au niveau des opérations, la façon de fonctionner, au niveau le modèle d'affaires, la prévisibilité de la nourriture. Hein. Si on va chercher, tu as mentionné Subway, mais c'est la même chose avec Pizza Salvatore, etc. On sait à quoi s'attendre au niveau de la qualité. Le modèle fait en sorte aussi que les coûts sont tous travaillés, qui fait en sorte qu'il y a moins de place à la créativité pour les gens qui travaillent à l'intérieur. Donc, cette structure-là est quand même confortable. Il y a une économie de coûts, n'est-ce pas? Parce que là, c'est pas juste un restaurant indépendant qui négocie pour sa matière première, c'est un groupe complet qui négocie en gros volume, qui fait en sorte qu'on peut mieux travailler les marges puis offrir de la nourriture à une certaine qualité et à certains prix aussi. Donc, il y a aussi une force de frappe. Tu sais, si on pense on a mentionné Subway, McDo, etc., bien, il y a une force de frappe médiatique au niveau de la publicité, au niveau des envois. Il y a une visibilité supplémentaire qui fait en sorte que ça crée, oui, un dynamisme, mais une certaine sécurité d'affluence de clients réguliers. C'est rare qu'on va dans un magasin, pas un magasin, mais un restaurant de restauration rapide, puis qu'il n'y a pas un chat. Hein? C'est vrai autant dans les grandes villes que dans les plus petites municipalités. Donc, quand il y a un système sous forme de franchise, habituellement, le modèle est éprouvé et c'est rare qu'on en voit fermer. Je parle des franchises qui sont quand même bien établies. Les nouvelles franchises ou les nouveaux systèmes, des fois,
comme toutes les entreprises, on en voit arriver, on en voit partir. Donc, le modèle de franchise avec des marques établies depuis un certain temps fait la différence au niveau de l'offre, au niveau de la qualité, au niveau de la structure. Donc, ça amène une certaine... Ça permet de rassurer autant les consommateurs que rassurer les gens qui veulent peut-être démarrer en affaires sous une bannière, sous une franchise. Il faut dire qu'il y a un dynamisme entrepreneurial aussi au Québec dans le milieu de la franchise. C'est pas juste de prendre une franchise, mais aussi d'en créer et d'en exploiter. Il y a quand même des sociétés publiques comme MTY à Montréal qui est un géant de la franchise. Mais on pense à d'autres entreprises dans la région de Montréal, que ce soit Foodtastic, Groupe Grandio, mais aussi à Québec, tu l'as mentionné, à Battiello, qui a eu une grosse croissance, qui a fait beaucoup d'acquisitions, dont Le Frier l'an dernier, je crois. Donc Tout à fait. c'est un secteur dans lequel le Québec se défend bien. Se défend bien et est très proactif aussi. Si on pense justement à Pizza Salvatore, Le Frier, comme qu'on vient de mentionner, je pense qu'ils ont aussi la marque Topla. Là, ils sont rendus avec une franchise de crème glacée chez Mamie, etc. Ils ont vraiment leur vision au niveau du développement des franchises. Puis les jeunes qui ont pris la relève de leur père sont quand même très dynamiques dans le milieu. Donc, ils misent beaucoup, puis ça attire beaucoup aussi. Donc, faire les choses différemment dans la restauration est essentiel. Mais il y a aussi des beaux restaurants qui continuent de se développer. Je pense notamment à la gang de Fabio Monti à Québec, qui ont l'Ophélia, l'Atelier, etc. Je sais qu'ils en ont deux, trois comme ça. Il y a également toute la gang de Resto Plaisir à Québec qui fonctionne aussi bien, qui a une bonne affluence, etc. Mais ça reste que c'est toutes des entreprises, c'est comme dans tout, hein? Il y en a qui s'épurent avec le temps. C'est juste qu'il faut être en mesure présentement de valider est-ce que notre structure tient la route? Est-ce qu'on a une structure qui nous permet d'être agile aussi et de s'adapter? Puis ça, c'est vrai pour toutes les entreprises, mais de s'adapter aux changements du marché et au changement des comportements des consommateurs et au changement d'habitude. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération pour l'avenir. Merci Alexandre. En tout cas, continuez quand même d'aller au restaurant, ça vaut la Oui, peine, et puis ça vaut la peine de soutenir ces entrepreneurs-là aussi parce qu'ils contribuent au dynamisme des régions, des centres-villes, et c'est aussi un lieu de socialisation qui est important pour le tissu social, en plus de l'être pour l'économie. On te retrouve, Alexandre, la semaine prochaine, lundi prochain, 16 février, pour un autre éclairage à faire en fin de journée, que vous pouvez regarder ou écouter en fin de journée ou bien le lendemain matin. N'oubliez pas non plus notre éclairage politique qui est disponible le mercredi soir. Et puis d'ici là, restez branchés sur InfoBref avec InfoBref matin, l'infolettre chaque matin, ou si vous préférez l'audio, notre balado, notre bulletin de nouvelles matinal dans le balado InfoBref. Merci beaucoup, à très bientôt.